Alors bonsoir à vous tous et à vous toutes. Vous entendrez ce soir 3 invités discuter des enjeux de l'Arctique, les enjeux actuels, mais les défis futurs également. Enjeux climatiques, bien sûr, mais également géopolitiques, économiques et sociaux. Alors voilà, Monsieur Fortier, je m'arrête, c'est à vous. Merci beaucoup, Françoise, Monsieur le recteur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette premier volet, si on veut, de cette conférence sur l'Arctique, et que j'ai intitulé « Océan Arctique et réchauffement planétaire, le point de non-retour ». Mais disons que, comme vous le savez tous, la planète se réchauffe, et l'endroit sur la planète qui se réchauffe le plus rapidement, c'est la région arctique. Mon ami Jean Lemire vous dira que c'est la péninsule antarctique, mais en réalité, c'est vraiment la région arctique qui se réchauffe le plus rapidement. Et cette idée-là que les pôles, et en particulier la région arctique, devraient se réchauffer plus vite que le reste de la planète si on continue à augmenter la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est une idée ancienne. Souvent, on pense que les scientifiques ont sorti ça récemment de leur chapeau pour, comme dirait Mme Pauline, pour obtenir des subventions de recherche, en fait, que c'est un canular dirigé par une congrégation de scientifiques prêtres. En fait, c'est pas vrai du tout. C'est une vieille idée, c'est une idée ancienne. Déjà en 1895, non pas 1995, mais 1895, Svante Arrhenius, qui allait être prix Nobel de chimie en 1903, écrivait que les températures des régions arctiques s'élèveraient d'environ 8 à 9 degrés Celsius si l'acide carbonique, donc si le gaz carbonique, augmentait de 2,5 à 3 fois sa valeur actuelle. Ça, c'est extrêmement intéressant comme constatation, parce que si on prend maintenant les prédictions, les prévisions des modèles, les simulations numériques du climat les plus complexes, ce sont ces immenses programmes d'ordinateurs qui roulent sur dans plusieurs centres de recherche, plusieurs universités et plusieurs centres de recherche gouvernementaux. Donc, on en prend une vingtaine et on leur demande quelle est votre prédiction en ce qui concerne le climat de l'Arctique dans 50 ans, dans 60 ans, en 2070, lorsqu'on prévoit avoir une augmentation, en fait, avoir doublé les concentrations pré-industrielles de gaz carbonique dans l'atmosphère. Eh bien, les réponses sont très variées, mais ce qui est certain, c'est que si on fait une moyenne de toutes ces réponses-là, on voit comment ce sont les régions arctiques. On a ici la Terre en vue polaire, c'est-à-dire que le pôle Nord est à peu près ici. Donc, on voit comment le réchauffement va être important. 5 degrés près du pôle, 4 degrés un peu. Et plus on s'éloigne, plus on se rapproche de l'équateur, plus ce réchauffement-là est moins important. Donc, ces modèles-là sont tout à fait d'accord avec ce que Svante Arrhenius disait il y a plus de 100 ans. En fait, ce bon Svante pourrait se réveiller, se retourner dans sa tombe et dire, bien, c'est ce que je vous disais. Et effectivement, ce sont les prédictions, ce sont des prévisions qu'on fait à partir de ce qu'on comprend de la circulation de l'atmosphère, du système climatique. Et ces prévisions-là sont évidemment vérifiées par les observations. Donc, si on regarde les observations, on constate effectivement que la température du globe, donc la température de la basse atmosphère du globe, augmente de façon rapide depuis le début de l'ère industrielle. Donc, on voit depuis 1880 l'augmentation d'environ 0,8 degrés centigrades avec les 10 années les plus chaudes qu'on a pu mesurer jusqu'à maintenant au cours des 10 dernières années. Donc, ce qui est intéressant également, c'est que comme le prévoyait Svante Arrhenius et les modèles climatiques, c'est essentiellement aux hautes latitudes arctiques que se produisent ces anomalies de température plus chaude. Donc, on voit les répartitions ici. Plus c'est rouge sur cette map monde et plus les anomalies de température sont élevées. Et on voit, par exemple, pour 2010, l'année la plus chaude depuis 131 ans, que le réchauffement a été essentiellement aux très hautes latitudes arctiques. Une des conséquences les plus spectaculaires de ce réchauffement-là, qui a été prévu par les climatologues, ça va être la disparition assez rapide de la banquise qui recouvre l'océan Arctique. Cette banquise est en place depuis environ 13 millions d'années, pour autant qu'on puisse le dire. Et cette banquise, évidemment, est extrêmement dynamique et aussi thermodynamique, c'est-à-dire qu'elle se déplace
et elles font et elles se reforment à chaque année. Elles ne le font pas complètement, mais elles se reforment en grande partie à chaque année. Donc, en hiver, comme on voit ici, elles recouvrent environ 15 millions de kilomètres carrés. Et on peut voir sur cette animation, qui représente vraiment des données réelles, comment la banquise, au fil du printemps et de l'été, donc là, on arrive au mois de juin, juillet, on s'approche de août, septembre, comment elles font progressivement. On atteint un minimum au mois de septembre, à la mi-septembre en général. Et après ça, la banquise commence à se reformer au fur et à mesure que l'automne et l'hiver arctique se développent. Et on voit comment ces langues de glace-là se répandent autour du Groenland et également vont réenvahir l'ensemble du bassin arctique. Vont entourer l'Islande, le Svalbard qu'on voit ici, et de même que vont prendre en glace là, la Sibérie, etc. Et comment le cycle se reproduit. Hein, ça, c'est un cycle annuel là, qui tourne en boucle. Et donc, on voit comment ça se libère aussi à l'été. Comment le passage, dans ce cas-là, ici, ce qu'on voit, c'est la route du Nord, le long de la Sibérie. Comment ça peut se libérer complètement? Ça s'est libéré pratiquement complètement en 2005. Donc, on voit que c'est très compliqué d'essayer de mesurer si cette banquise-là, effectivement, rétrécit au fil des années avec le réchauffement planétaire, parce que ça change déjà énormément. Ça se reforme à chaque année, ça fond à chaque année. Donc, ce que les scientifiques font, c'est qu'on va prendre le minimum de banquise au mois de septembre comme marque, comme aune, si on veut, comme marque de référence pour observer, pour essayer de mesurer le déclin du couvert de glace prédit par les modèles climatiques. Et ce qu'on constate, en fait, c'est depuis les années 60 et en particulier depuis le début des années 80, au moment où on commence à avoir des enregistrements satellitaires valables de l'étendue de la banquise, on constate, en fait, depuis la fin des années 60, une diminution assez rapide du couvert de glace sur l'océan arctique, couvert de glace qui a commencé à décliner de façon beaucoup plus rapide, donc diminution qui s'est accélérée à partir des années 2000. Donc, on voit comment ça a évolué là, depuis les années 80, avec une descente régulière, parfois un retour, comme en 96, qui était une année de El Niño très, très intense. C'est toujours la faute à El Niño, hein, comme dirait comment il s'appelait? Plume la traverse, voilà, merci, Plume. Donc, depuis le début des années 90, de 2000, on a une accélération de la diminution. Et en 2007, à la grande surprise des scientifiques, une décroissance extrêmement importante du couvert de glace. On a perdu pratiquement 1 million de kilomètres carrés sur une valeur typique là, de 8 millions, 7 millions de kilomètres carrés au mois de septembre. Donc, une diminution très intense à ce moment-là. Et là, on s'est dit, les choses s'emballent. En fait, on a pensé aussi que ça pouvait être lié à les fluctuations naturelles dans le couvert de glace. Et on a commencé effectivement à mettre la pression sur les politiciens, sur les gouvernements pour négocier une réduction des gaz à effet de serre. Malheureusement, en 2008 et en 2009, on a eu une reprise, si on veut, du couvert de glace sur l'océan Arctique. Et ça a amené, en fait, à l'annonce par les climato-sceptiques que la planète retournait vers une phase glaciaire, vers une ère glaciaire, que bientôt l'océan Arctique serait complètement congelé. Et ça a fait dérailler, si vous en souvenez bien, complètement les négociations de Copenhague en 2010. Évidemment, depuis ce temps-là, la situation est retournée vers un déclin avec les valeurs en 2010 et des valeurs en 2011 aussi faibles qu'en 2007. Mais là, il est trop tard. Évidemment, les négociations ont été pratiquement rompues en 2010 avec Copenhague et ça n'a pas vraiment repris depuis avec Durban, etc. Donc, on voit là, l'importance de bien mesurer ce déclin de la banquise arctique. Et ce que les scientifiques ont constaté, c'est que de mesurer comme ça l'étendue de la banquise arctique, c'était un bon indice, mais c'était peut-être pas le meilleur indice qu'on pouvait utiliser. En fait, un indice beaucoup plus intéressant, c'est le volume de banquise qui reste dans l'océan Arctique. Pour la simple et bonne raison qu'il y a deux types de banquise dans l'Arctique. Donc, il y a cette banquise assez mince qu'on appelle la banquise annuelle, donc qui résulte de la congélation à chaque année de la mer Arctique, de l'océan Arctique.
et qui va atteindre à peu près 1,5 mètre, 2 mètres d'épaisseur à son maximum d'épaisseur au mois de février, au mois de mars. Cette banquise-là, il y en a une partie qui, à environ 70 % qui, à chaque année, va refondre, va redisparaître, et le 30 % restant, lui, va résister à la fonte estivale et va former de la banquise de deuxième année. On voit un exemple de banquise de deuxième année ici au premier plan, donc une banquise beaucoup plus épaisse, beaucoup plus froide, qui représente vraiment le capital de froid dans l'océan Arctique. Et une partie infime de cette banquise de deuxième année va, elle aussi, résister à la fonte estivale et devenir de la banquise de troisième année. Et le processus se continue comme ça jusqu'à de la banquise qui peut atteindre à peu près 7 ou 8 ans d'âge, pas plus que ça. Maintenant, sur l'animation suivante, c'est extrêmement intéressant de voir comment, depuis le début des années 80, ce capital de froid de l'océan Arctique a complètement disparu, exactement comme vos actions à la bourse ont fondu. Donc, on va voir sur cette animation-là, les points rouges, ça représente les bouées qu'on utilise pour suivre le mouvement de cette banquise-là. La banquise pluriannuelle, donc qui a plus de 5 ans d'âge, est illustrée par les plaques blanches, alors que plus la couleur est bleue et bleu foncé, plus la banquise est jeune. Et si on fait rouler cette animation-là, j'espère que ça va fonctionner, on constate rapidement, vous allez voir, hein, c'est des valeurs à tous les mois, donc on voit comment la plaque blanche, donc la réserve de banquise vraiment froide, pluriannuelle, là, a commencé à disparaître au fil des ans. Une première disparition importante là, en 1980, dans la fin des années 90. À chaque année, cette banquise-là se reforme un peu, mais le bilan à chaque année depuis environ 30 ans est négatif, avec une forte hémorragie de glace qui sort par le détroit de Fram, le long du Groenland. Et on se retrouve à la fin 2009, en septembre 2009, avec une situation où la glace vraiment vieille a complètement disparu. Et c'est ça qui inquiète vraiment les scientifiques, les spécialistes, les climatologues. Vous voyez aussi qu'au fur et à mesure que la banquise disparaît, il y a de plus en plus de points rouges, il y a de plus en plus de bouées pour mesurer la distribution et la disparition de la banquise restante. C'est parce qu'évidemment, moins il y a de banquise, plus c'est facile d'aller chercher des subventions pour mettre des bouées pour regarder ce qui se passe dans l'océan Arctique. Ça, c'est très intéressant aussi. Si on prend toutes ces valeurs-là d'épaisseur de banquise, d'âge de banquise et d'étendue de banquise, on peut calculer, en fait, ce qui nous intéresse vraiment, le volume restant de la banquise arctique. Et là, on constate que la tendance qui était décrite par l'étendue de la banquise est encore plus grave, est encore plus alarmante quand on regarde le volume de banquise. Donc, on voit la disparition progressive là, depuis une trentaine d'années de la banquise. Dans ce cas-là, c'est le volume en milliers de kilomètres cubes qui reste dans l'océan Arctique au fil des jours. On voit le fort décrochement là, de la tendance en 2007, quand la banquise a vraiment fondu d'un coup sec. Et on voit les valeurs pour 2010 et pour 2011. Et on voit que ces valeurs-là, depuis 2009, sont vraiment en dessous de la tendance générale. Donc, ça montre vraiment l'accélération du phénomène. On peut le regarder d'une autre façon, rapidement. Si on regarde le cycle annuel de volume de la banquise en noir, on constate que les années 2010 et 2011 sont de loin en dessous de 2007, qui était le maximum jusqu'à maintenant de disparition de la banquise. Donc, on voit en septembre là, la disparition de la banquise, et ici. Et si on fait un calcul rapide, on voit que la moyenne climatologique sur les 30 dernières années, c'est 12 000 km³ de banquise qui restent en septembre, alors que maintenant, on est rendu à environ 4 000 km³ en 2010 et en 2011. Donc, on a perdu les 2/3, 8 000 km³ de banquise par rapport à la climatologie, et il reste un mince 4 000 km³ de banquise à fondre avant d'avoir un océan Arctique complètement libre de glace. Et ça, c'est vraiment à la fois fascinant, mais à la fois effarant pour les spécialistes de la banquise. Donc, la banquise arctique fond à un rythme qui excède les prédictions des modèles climatiques les plus pessimistes. La fonte de la banquise est un élément d'un faisceau de symptômes de la réduction de de la fonte de la cryosphère arctique, régression des glaciers, disparition des plateaux de glace côtiers. Il y a également déstabilisation du pergélisol avec des conséquences importantes là, pour les gens qui habitent l'Arctique. Quand vous vous levez le matin et que votre maison est à 45 degrés comme ça, vous savez que la journée va être difficile. Et ce qui va nous toucher, nous, bientôt, partout au sud, partout sur la planète, c'est l'accélération également de la fonte de l'immense inland ice du Groenland. Donc ça, c'est l'immense glacier qui est au-dessus du Groenland et qui, lui, est au-dessus du niveau de la mer. Au fur et à mesure qu'il fond,
le niveau de la mer va augmenter jusqu'à 7 mètres si l'ensemble de l'Inland 6 disparaît. Mais évidemment, ça va se produire ça, sur 5 ou 6 siècles. Mais on prévoit d'ici 2100 peut-être une augmentation de l'ordre de 1 mètre, 1 mètre et demi ou même 2 mètres selon certaines prévisions. Le dégel du monde arctique va avoir des conséquences environnementales, géopolitiques, économiques et sociétales importantes et variées, ce dont on va discuter ce soir. Donc, rapidement, géopolitique, il faut maintenant découper l'océan Arctique selon la nouvelle loi là, de la Convention des Nations unies sur les océans pour séparer cet océan Arctique qui est maintenant plutôt de nature internationale, là, séparer ça entre les nations arctiques. Un nouvel océan à naviguer, à exploiter et à préserver, donc des nouvelles voies maritimes. L'arrivée de nouveaux navires qui sont capables de naviguer, que ce soit des minéraliers, des pétroliers, qui sont capables de naviguer dans l'océan Arctique, dans le couvert de glace, sans l'aide de l'assistance de brise-glace. Accès aux réserves importantes de pétrole de l'océan Arctique et de gaz naturel également. Donc, développement pour l'Arctique canadien de nouvelles routes de navigation, ce qu'on appelle la navigation de destination, c'est-à-dire vers des ressources naturelles qui sont à l'intérieur de la zone économique du Canada. Par exemple, peut-être des gisements pétroliers qu'on va découvrir ou non en mer de Beaufort. On est en train d'explorer cette région-là pour le pétrole et le gaz. Desservir les nouvelles mines de diamants du nord du Canada et aussi desservir les nombreuses mines qui sont en développement. On a jusqu'à 63 projets de mines dans l'Arctique canadien, dont des immenses projets comme Mary River, dont on va discuter un peu plus vite. Ce qui veut dire que augmentation du trafic maritime, probablement augmentation des accidents. Déjà en 2010, on a eu 3 problèmes majeurs, un pétrolier, un minéralier et également un paquebot. Donc, on entend parler énormément là, de ce paquebot qui s'est échoué sur les côtes de l'Italie avec des conséquences tragiques. On a eu un peu le même épisode en 2010 avec le Clipper Adventurer qui s'est échoué sur une falaise sous-marine non cartographiée. Il y avait un avis aux navigateurs, mais les navigateurs du Clipper Adventure n'avaient pas cet avis-là. Donc, le navire s'est échoué sur cette falaise qu'on voit ici à droite. Et l'Amundsen, notre brise-glace de recherche, a été demandée pour venir sauver, en fait, au secours des 175 personnes à bord, dont des passagers et l'équipage. Et avant de se jeter, nous aussi, sur la falaise, on a utilisé les sonars multifaisceaux du navire, qui sont extrêmement sophistiqués pour cartographier là, la zone où était échoué le navire avant d'aller s'échouer nous autres aussi. Donc, une fois que ça a été fait, on a pu récupérer les 175 ou 180 personnes à bord et les ramener en lieu sûr. Accès aux minerais dont on parlait tout à l'heure, donc la mine de Mary River, vous voyez l'immense gisement là, à gauche sur l'écran de Mary River, la tache sombre grise, ça c'est le minerai de fer qui est à une teneur extrêmement élevée, jusqu'à 80 %. Donc, il suffit simplement de l'embarquer sur un navire et de le ramener vers le sud pour le traiter, ce qui implique le développement d'une voie de chemin de fer sur le pergélisol de la terre de Baffin. Donc, une entreprise extrêmement coûteuse, extrêmement délicate d'un point de vue ingénierie. Donc, comme vous pouvez le constater, le dégel du monde arctique a déjà des conséquences environnementales, géopolitiques, économiques et sociétales importantes et variées. Et si on revient au titre de cette conférence, je ne pense pas qu'on se dirige vers une nouvelle ère glaciaire. Au contraire, on est déjà dans un interglaciaire très chaud. Notre climat est très chaud à l'heure actuelle. Et là, on va pousser les fournaises. On va vraiment monter ça. On va non pas avoir une nouvelle interglaciaire, parce qu'on est déjà dans un interglaciaire, mais on va intensifier notre interglaciaire. Ce n'est pas une nouvelle ère glaciaire qui nous attend, c'est un interglaciaire plus intense. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Fortier. Alors, voilà, Monsieur Lasserre, je vous invite à poursuivre. Alors, bonsoir à tous. Je vais embrayer sur les constatations de Louis Fortier. Alors, effectivement, maintenant, c'est plus très raisonnable de douter encore des changements climatiques. On constate que la banquise fond à un rythme accéléré, que ce soit en extension, en épaisseur et donc en volume. Et ça va avoir des conséquences environnementales majeures, ça les a déjà.
à la fois sur les sociétés qui habitent la région, sur tous les pays avoisinants, donc riverains de l'Arctique, à la fois même à l'échelle globale, puisque de plus en plus de pays, comme vous le savez, s'intéressent à l'Arctique pour les ressources, pour éventuellement s'intéresser d'un peu plus près à la gouvernance. Donc on ne peut pas vraiment parler de nouvelle ère glaciaire au sens propre, puisqu'effectivement, il n'y aura pas de retour vers l'arrière, on s'en va vers un réchauffement qui semble s'accélérer malheureusement. Mais est-ce qu'on pourrait comprendre l'Arctique vers une nouvelle ère glaciaire au sens figuré, puisque comme vous le savez, il y a plusieurs médias qui nous parlent d'une nouvelle guerre froide pour l'Arctique, voire de lendemain apocalyptique. Il y aurait un conflit majeur qui éclaterait au 21e siècle pour le contrôle des ressources et des voies navigables dans l'Arctique. Bon, on va voir dans quelle mesure ces scénarios sont crédibles. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter ou est-ce qu'on s'inquiète un petit peu pour rien? D'abord, la notion du trafic maritime. Effectivement, le sens commun nous dit que puisque les routes arctiques sont beaucoup plus courtes, ça devrait intéresser les armateurs. Quand on regarde les statistiques de ce qui s'est passé jusqu'à 2011, inclusivement dans le passage du Nord-Ouest, on constate qu'effectivement, la navigation augmente. Il y a aussi, je ne les présente pas ici, mais de plus en plus de navires qui sont présents dans les eaux de l'Arctique canadien, que ce soit pour la pêche, le tourisme, mais surtout pour la desserte locale, donc des navires qui viennent pour les villages côtiers et pour l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, donc le trafic de destination que Louis a mentionné tout à l'heure. Mais la plupart de ces navires viennent uniquement dans l'Arctique et ensuite repartent. Pour le trafic de transit, donc ce qui au début suscitait beaucoup d'intérêt pour le passage nord-ouest et le passage nord-est, on s'aperçoit que oui, il y a une progression, mais qui reste encore très modeste. La plupart des navires, d'abord, sont des brise-glaces canadiens ou des navires de plaisance, mais des navires commerciaux qui font du transit soit partiel, c'est-à-dire qui ne débouchent pas complètement, soit qui font du transit complet, mais en fait, ils sont encore très, très peu nombreux. Si on pose la question aux armateurs, pensez-vous développer vos activités dans l'Arctique tout court, que ce soit l'Arctique canadien et l'Arctique russe, à moyen long terme, on s'aperçoit que selon le segment d'activité, les réponses sont très contrastées, mais pointent toujours dans une même direction. Pour le trafic de conteneurs, je reviendrai tout à l'heure dans les explications, on s'aperçoit que ça n'intéresse pas du tout pour le transit, ce segment d'activité. Pour le trafic lié aux ressources naturelles, donc le vrac sec ou le vrac liquide, là, on s'aperçoit que les réponses sont un petit peu plus nuancées. Ça n'intéresse pas tellement les armateurs pour le transit. En revanche, ça les intéresse nettement plus dès lors qu'on parle de possibilités de trafic pour la desserte des mines et des activités d'extraction des ressources naturelles. Aller chercher les ressources et les transporter ensuite vers les marchés de destination ultime, ça intéresse nettement plus les armateurs. Et puis les marchandises générales, donc c'est essentiellement le type de navire qui assure la desserte des communautés. Là, effectivement, moins il y a de glace, plus la fenêtre de navigation s'étend, donc plus les communautés aussi sont intéressées à faire venir les marchandises par voie maritime parce que ça leur coûte beaucoup moins cher que par avion. Là, au contraire, il y a une majorité de compagnies maritimes qui sont en général déjà dans ce créneau-là, qui souhaitent développer ce type d'activité. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces données? C'est que d'une part, le secteur du porte-conteneurs n'est pas du tout intéressé. C'est plus le secteur du vrac qui manifeste de l'intérêt pour la navigation et c'est déjà ce qui transparaît dans les statistiques qu'on a jusqu'à présent, que ce soit pour le transit ou surtout pour les navires qui viennent dans l'Arctique, que ce soit l'Arctique russe d'ailleurs ou l'Arctique canadien. C'est du trafic de destination qui se développe. Corollaire de ceci, c'est que lorsque les médias nous parlent de possibilités à moyen terme que les routes arctiques commencent à concurrencer le trafic de Suez et de Panama pour le transit, ça semble un petit peu exagéré. Alors, ma boule de cristal ne porte pas sur plusieurs siècles, mais à moyen long terme, donc d'ici quelques décennies, compte tenu du faible intérêt des armateurs dans le conteneur et de l'intérêt très mitigé des armateurs dans le domaine du vrac pour le trafic de transit, on peut en douter, parce que quand même, le Suez et Panama, c'est de l'ordre de plusieurs milliers de navires par année. Quand on voit qu'à l'heure actuelle, le transit dans les routes arctiques, c'est très, très faible, que ce soit du côté canadien ou du côté russe. Ça se développe plus rapidement du côté russe, mais ça reste encore de l'ordre de quelques dizaines de navires. Bon, on s'aperçoit que c'est surtout le trafic de destination, effectivement, qui intéresse les armateurs. Pourquoi cette réticence? C'est essentiellement à cause des conditions qui sont propres à l'Arctique. Oui, la banquise fond à un rythme accéléré et on peut même entrevoir effectivement à moyen terme des étés où il y aura carrément plus de glace.
Cependant, il y aura toujours reformation de la banquise en hiver, il y aura toujours une grande variabilité dans les rythmes et dans la géographie de la fonte d'une année sur l'autre. Et ça rend la prévision des dates à laquelle les chenaux arctiques vont se libérer de glace extrêmement difficile à prédire. Or, dans le domaine du conteneur, on fonctionne en juste à temps. On fonctionne avec des horaires qui sont publiés en général 6 mois à l'avance. Or, pour publier ces horaires, on a donc besoin de savoir si est-ce que le 1er juillet, le détroit de Lancaster va être ouvert ou non. Si vous ne pouvez pas le savoir, quand vous êtes un armateur, vous ne voulez pas prendre le risque parce que si vous arrivez en retard, vous risquez non seulement de payer des amendes de retard conséquentes, mais en plus de voir votre fiabilité sérieusement écornée parce que la plupart des clients de ces entreprises maritimes fonctionnent au juste à temps. On promet la livraison du conteneur tel jour, parfois même telle heure, dans le port de destination. Et donc, tout ce qui peut remettre en cause la fiabilité de la livraison n'est pas très prisé par les armateurs. Il y aura de même toujours la permanence de la glace dérivante, le fait que la banquise va se reformer et fondre à des rythmes différents, imprévisibles d'une année sur l'autre. La fonte de l'Inland 6 que Louis évoquait tout à l'heure, qui va véler énormément d'icebergs en baie de Baffin, et des primes d'assurance très élevées. Ce qui fait que quand on regarde les simulations, il y a à peu près 8 ou 9 simulations crédibles qui existent à l'heure actuelle dans la littérature, indépendamment des contraintes de marketing qui sont propres au secteur du conteneur, quand on regarde simplement les coûts associés à la navigation dans l'Arctique, donc des navires à coque renforcée notamment, et toutes les autres contraintes qui sont liées à l'exploitation de ce type de navigation, oui, on peut entrevoir avec des routes plus courtes des profits un petit peu plus conséquents que quand on passe par des routes plus longues, mais la différence n'est pas si énorme que ça, contrairement à ce que les médias nous laissent croire. Autrement dit, oui, dans les chiffres bruts, ça peut être plus rentable de passer par les routes arctiques, mais la différence n'est pas aussi substantielle que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Première conclusion, donc en ce qui concerne la navigation, c'est que pour le moment, le trafic de transit demeure très marginal, donc ce n'est pas tellement pour cet aspect stratégique que l'on pourrait entrevoir des luttes, des conflits entre les États riverains de l'Arctique. En revanche, le trafic, oui, il va augmenter dans l'Arctique. Il augmente déjà progressivement et le trafic de destination va continuer de s'accroître au fur et à mesure que la banquise va fondre en été et que les gisements de ressources naturelles vont être mis en exploitation. Le problème, précisément, c'est que ce type d'exploitation, ça va générer des produits salissants en tout cas, je pense en particulier au pétrole, et que donc, s'il y a une augmentation du trafic lié à l'exploitation des ressources naturelles, il devient quand même nécessaire, absolument nécessaire, de contrôler la navigation. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de trafic de transit à l'horizon qu'on peut se dire, du coup, on n'a pas besoin de contrôler ce qui va se passer dans l'Arctique canadien ou dans l'Arctique russe de l'autre côté. Au contraire, précisément, ça va être un trafic plus sale que si c'était des porte-conteneurs qui allaient dans l'Arctique du côté de chez nous. Alors, il y a la réglementation canadienne que Ottawa essaye de faire prévaloir. Comme vous savez, c'est contesté par les Américains et dans une moindre mesure par l'Union européenne. Il y a aussi des négociations pour imposer un code polaire obligatoire. Là encore, les Américains ne sont pas très chauds à cette idée-là. Mais en tout cas, il n'en demeure pas moins que les tendances que l'on observe dans l'évolution du trafic arctique, ça pointe vers une nécessité de réglementer cette navigation. Autre point dont les médias nous parlent beaucoup, c'est la prétendue course effrénée à l'appropriation des plateaux continentaux. Donc, on parle régulièrement de cette course de ce Far West pour vite s'approprier les espaces maritimes de l'Arctique. Là aussi, on nous parle de future guerre froide pour le contrôle des richesses, des gisements très, très importants à découvrir sur les plateaux continentaux. De fait, dans l'esprit de ces descriptions, il y a plusieurs universitaires même qui ont émis le souhait que l'on négocie un nouveau traité sur l'Arctique, puisqu'apparemment, disent-ils, la Convention sur le droit de la mer ne fonctionne pas pour résoudre les litiges. Bon, alors on peut se poser la question, est-ce que le comportement qu'affichent les États riverains de l'Arctique, ça traduit effectivement une attitude de rivalité, ou est-ce que c'est au contraire de la coopération, malgré un discours parfois une rhétorique un petit peu agressive de temps en temps. Alors effectivement, il y a des plateaux continentaux physiques étendus dans l'Arctique, surtout du côté de l'Alaska, de la Sibérie et en mer de Barents. Du côté du Canada et du Groenland, ça dépend des régions. Il peut y avoir au large, sur la côte est du Groenland, des plateaux assez étendus, mais
sur les versants de l'archipel arctique canadien, les plateaux continentaux ne sont pas très étendus. Globalement, il y a quand même donc des espaces maritimes importants à réglementer, en vertu précisément des dispositions de la Convention du droit de la mer. Et la Convention précise comment les États peuvent revendiquer ces espaces maritimes. Donc l'État côtier, lorsque son plateau continental physique s'étend effectivement au-delà de la ligne des 200 000 marins, donc la limite extérieure de la zone économique exclusive, il doit documenter, fournir des preuves géologiques de cette extension au-delà de la ligne des 200 000 marins, soumettre sa demande à un organisme des Nations Unies qu'on appelle le Comité pour le plateau continental, moins de 10 ans après la date de ratification de la Convention sur le droit de la mer par le dit État. Autrement dit, c'est une course contre la montre, mais de l'État. Dès lors que le Parlement de l'État ratifie la Convention du droit de la mer, on a 10 ans maximum pour déposer un dossier auprès du Comité pour le plateau continental des Nations Unies, si on veut revendiquer un plateau continental. Bon, la Convention est entrée en vigueur en 1994, elle n'était pas prête à ce moment-là, on n'était pas prêt à recevoir des demandes, ce qui fait que le chronomètre est parti à partir de 1999 pour les États qui avaient déjà ratifié. Et ce autre élément important de ces dispositions de la Convention, c'est que tous les États ont le droit de déposer un dossier, mais l'ordre de dépôt n'a aucune importance, puisque le droit à un plateau continental étendu est imprescriptible. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous déposez votre dossier en premier que vous avez plus de droits sur les plateaux arctiques que les autres. Et donc, les États-Unis, même s'ils n'ont pas encore ratifié la Convention, pour que le Canada sache exactement quelle va être l'extension de son plateau continental en mer de Beaufort, il va falloir attendre que les États-Unis se décident un jour à ratifier et qu'ils déposent une demande auprès du Comité pour le plateau continental. Dans le cadre de cette contrainte de délai de 10 ans imposée par la Convention, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup plus une coopération entre les États qu'une rivalité. D'abord, il y a la déclaration d'Ilulissat en 2008, comme vous le savez, dans laquelle les 5 États riverains se sont engagés à respecter les clauses du droit de la mer pour régler leurs éventuels désaccords, leurs éventuels litiges sur les chevauchements des plateaux continentaux revendiqués. On observe aussi qu'il y a eu plusieurs campagnes océanographiques communes pour précisément recueillir des données géologiques et océanographiques pour documenter les dossiers qu'on va déposer auprès du comité. Alors j'en cite quelques-unes. Il est probable qu'il y en ait d'autres que je ne connais pas, que je n'ai pas trouvé dans la littérature. Mais ce que ça montre, c'est précisément qu'il y a beaucoup plus de coopération que les médias ne veulent bien nous le dire, et que cette coopération, elle facilite justement la constitution des dossiers. Alors pourquoi les États préfèrent coopérer alors que manifestement ils sont d'une certaine façon rivaux, surtout s'ils sont l'un à côté de l'autre, il risque d'y avoir des chevauchements dans leurs revendications. D'abord parce que ça coûte beaucoup moins cher. Ces genres d'expéditions scientifiques pour documenter, obtenir des informations géologiques, ça coûte fort cher. Si on mutualise les moyens, on va réduire la facture. Ça, c'est l'avantage financier. Il y a aussi un avantage politique, c'est que si on travaille avec les mêmes données puisqu'on les a collectées ensemble, il n'y aura pas de risque qu'ensuite on vienne contester la légitimité, la véracité des informations qui ont été mises de l'avant. Si tu utilises les mêmes données que moi, je ne pourrais pas contester que les données géologiques que tu utilises sont crédibles, puisque précisément, ce sera le même. Donc, on sera obligé de négocier de bonne foi sur trouver un arrangement pour séparer nos chevauchements, résoudre nos chevauchements de revendications. Et puis, un bon exemple aussi de coopération qui a fini par aboutir, c'est la fameuse frontière entre les revendications norvégiennes et russes en 2010, alors que plusieurs observateurs disaient que ce sera le dernier cas où on va réussir à trouver une solution tellement la rivalité entre la Norvège et la Russie est profonde. Non, précisément, ça a été relativement rondement mené et les Russes et les Norvégiens ont décidé de couper la poire en deux, donc de tracer une ligne médiane à peu près entre leurs revendications respectives, et ce litige est donc terminé et réglé. Quand on regarde la carte, on s'aperçoit qu'il y a, là aussi les médias ne le soulignent pas trop, on le voit en noir, beaucoup de frontières qui ont déjà été l'objet de négociations et qui sont donc réglées. Il y a d'autres litiges existants ou potentiels dans le cas des chevauchements sur les revendications des plateaux continentaux sur le cœur de l'océan Arctique, parce qu'on ne connaît pas encore l'extension de la revendication américaine, ni canadienne, ni danoise, mais on peut supposer quand même qu'on arrivera à trouver des solutions dans la mesure où ça porte sur des zones de plaine abyssale où il est fort peu probable qu'on trouve beaucoup de ressources naturelles intéressantes
à exploiter. Deuxième conclusion sur ce point de la course prétendue aux plateaux continentaux, c'est qu'en fait, la seule course qui existe, c'est une course contre la montre qui est propre à chaque État. On a 10 ans après la date de ratification, mais on n'a pas de course d'un État contre l'autre puisque l'ordre des dépôts n'a pas d'importance. L'Arctique n'est donc pas un Far West, contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans la presse. Et les mécanismes de coopération institutionnelle, que ce soit dans le cadre du Conseil de l'Arctique de façon informelle ou les mécanismes dans le cadre de la Convention pour le droit de la mer, ben pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans les meilleurs termes avec les voisins, mais on arrive toujours à trouver des solutions pour au moins essayer de résoudre les litiges et petit à petit on y arrive. Et le troisième point dont on nous parle beaucoup aussi dans les médias, ce serait l'émergence d'une course aux armements dans l'Arctique. On parle beaucoup notamment de la Russie qui développerait une politique très agressive de remilitarisation dans la région. On cite par exemple le cas de la reprise des vols des bombardiers stratégiques, la construction ou l'achat de nouveaux bâtiments militaires pour la marine, pour la flotte du Nord, une rhétorique parfois assez belliqueuse. Et on observe aussi que les autres pays de la région, eux aussi, se mettent à acheter du matériel moderne, sophistiqué, pour aller patrouiller dans les eaux de l'Arctique. Bon, quand on regarde un petit peu le cas russe de plus près, on s'aperçoit, pour parler des bombardiers, puisqu'on nous en a beaucoup rebattu les oreilles, il faut quand même relever que ces patrouilles qui s'approchent de l'espace aérien canadien, qui n'entrent jamais dans l'espace aérien canadien d'ailleurs, en général ne sont pas armées, volent à très haute altitude, ce qui les rend faciles à détecter, et que la plupart du temps, en plus, l'état-major canadien est prévenu à l'avance. Autrement dit, l'état-major russe téléphone, dit « Attention, on envoie un bombardier, il va faire sa patrouille de telle heure à telle heure, pas très loin de votre espace aérien. » Donc, on ne peut pas dire que ce soit une attitude machiavélique, qu'on prenne le Canada en traître. On peut apprécier ou non la reprise de ces exercices militaires, mais ça se fait de façon diplomate, professionnel, et il n'y a pas du tout de volonté manifeste de prendre le Canada en traître, en défaut. Ça fait partie de l'entraînement normal, pourrait-on dire, des forces armées. Quand on regarde les chiffres de l'évolution attendue de la flotte militaire russe, là aussi on s'aperçoit que, oui, les Russes achètent de nouveaux bâtiments, construisent de nouveaux bâtiments. Souvent, ils mettent beaucoup de temps, d'ailleurs, à réussir à les lancer, faute de moyens financiers, et aussi parce qu'ils ont beaucoup perdu de l'expertise pendant toutes ces années, entre 1991 et 2000, où la Russie était en pleine déconfiture économique et politique. L'expertise dans les chantiers navals militaires s'est perdue. Et ce qu'on observe, c'est que d'ici 2020, il y aura une diminution assez sensible des principaux bâtiments militaires. Ce qui va rester, ce sont les SNLE, donc les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc la dissuasion nucléaire, qui demeure la priorité en termes de défense de la part de la Russie, et les frégates lance-missiles, qui sont donc des navires de défense côtière et pas du tout des navires d'attaque de haute mer, là encore, contrairement à ce que les médias nous laissent entendre. Pour les frégates norvégiennes, dont on a aussi beaucoup parlé, on s'aperçoit que, oui, il y a eu un lancement en 2010, tout récemment, qui a été l'objet d'échos importants dans la presse, mais ces frégates ont été décidées en 2000, le programme a été lancé en 2000, donc c'est difficile de croire que ce programme qui s'étale sur plusieurs années, décidé donc à la fin des années 90, traduit une course aux armements à l'heure actuelle. Ça ne fait partie que du renouvellement de la flotte. Il y a plusieurs frégates norvégiennes qui ont été mises au rencard et on les remplace peu à peu par des bâtiments beaucoup plus modernes. Conclusion de tout ceci, c'est qu'on ne peut pas vraiment parler de course aux armements, donc on ne peut pas parler d'enjeux stratégiques pour les routes maritimes, même s'il y a des enjeux environnementaux et de contrôle de la navigation très importants, mais ce n'est pas ça qui anime la rivalité entre les États riverains. Il n'y a pas tellement de rivalité pour la prise de possession des plateaux continentaux. On se chicane un petit peu, mais ça ne semble pas du tout hors de contrôle. Et en ce qui concerne la fameuse course aux armements, on s'aperçoit là aussi que ce n'est pas du tout la réalité sur le terrain. Donc, future ère glaciaire dans l'Arctique, en fait, c'est plus la coopération et le souci d'essayer de trouver un modus vivendi entre les États riverains de l'Arctique qui prédomine beaucoup plus qu'une future guerre froide. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Alors, je vous invite déjà à préparer vos questions pour la période d'échange qui va suivre. Je suis sûre que vous en aurez. Et j'invite M. Plouffe, donc, à terminer et on va comprendre sans doute pourquoi les Américains n'ont jamais cru bon de ratifier cette fameuse Convention des États-Unis des Nations Unies sur les droits de la mer. Essayez de comprendre ça. Essayez, enfin, ça m'intrigue. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à venir discuter avec vous ce soir de ces enjeux de la géopolitique de l'Arctique. Je me reconnais pas, j'entends ma voix et je suis enrhumé, je m'excuse. Et puis, j'espère avoir assez de voix pour pouvoir terminer ce que je veux vous présenter ce soir. Donc, pour poursuivre ce que mes collègues disaient déjà de la fonte des glaces aux évolutions sur le terrain, ma tâche ce soir, c'est d'essayer de vous expliquer, en fait, les comportements des États qui, donc, forment la dimension politique de cet espace géographique qu'on nomme donc le monde circumpolaire. Donc avec plusieurs États qui sont là, des États différents, des systèmes politiques qui sont assez différents aussi les uns des autres, disproportion de population également, territoires différents, infrastructures qui ne sont pas toujours les mêmes dans tous les pays, des grands espaces aussi, habités ou non, des zones que Louis a beaucoup explorées durant les plusieurs dernières années, que j'ai eu l'occasion de visiter également aussi, où il y a des systèmes économiques, du développement économique qui s'articulent de façon différente un peu partout, donc des retombées économiques également qui évoluent plus rapidement d'un côté de l'océan Arctique que de l'autre pour des raisons historiques, des raisons géographiques, climatiques, etc. Et ce qu'on voit, en fait, depuis au moins 2007, c'est une augmentation du ton, en fait, des politiques, des discours politiques de chacun des États, des décideurs politiques, des figures politiques qui redécouvrent un peu dans leur discours cette région-là qui fond. En fait, l'océan Arctique fond, comme Louis l'a très bien expliqué il y a quelques minutes. Et là, tout d'un coup, en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette région-là? Et là, on doit rappeler aux gens qu'on est là, qu'on est présent et qu'on s'occupe de nos territoires. Et ce qu'on voit en fait depuis 2007, depuis un événement que vous avez certainement vu dans les médias, un événement très médiatisé, ça a été ce fameux planter du drapeau russe au pôle Nord, en fait, dans l'océan Arctique. Ça a attiré énormément d'attention. On avait vu un peu un phénomène similaire dans les médias en 2004-2005, quand certains rapports extrêmement importants sur la fonte des glaces et les effets des changements climatiques ont été publiés. Donc là, dans chacun des États, on s'est dit, il y a des enjeux qui évoluent rapidement dans cette région-là. Il faut y accorder beaucoup plus d'importance que par le passé. Et là, maintenant, en 2007, ça a été toute la communauté internationale, la communauté politique, qui s'est dit, oh, il y a de quoi qui se passe là-haut dans le Nord. Il y a des activités politiques, stratégiques, et il y a ces Russes-là qui veulent, en fait, conquérir de nouveaux territoires. Et ça a été un peu ça, hein, dans les médias, durant au moins 6 à 7 mois, on a souvent répété cette idée de conquête territoriale de l'océan Arctique. En faisant le travail durant les années qui ont suivi 2007, il y a plusieurs chercheurs qui ont fouillé très loin et on a vu que ça a été, comme on dit, un stunt médiatique qui a été financé à la fois par des grandes pharmaceutiques australiennes, de l'argent qui venait des États-Unis et tout ça. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est que c'était des navigateurs, des pilotes russes avec un drapeau russe et des scientifiques russes qui allaient au plein cœur de l'océan Arctique et de façon très glamour à travers les médias, disaient que justement, qu'ils allaient justement déposer ce drapeau-là et donner l'impression qu'ils allaient conquérir ce nouveau territoire-là, ce qui était faux. Et depuis ce temps-là, on a vu plusieurs États, en fait tous les États de la région circumpolaire, qui ont publié des agendas politiques. Vous avez vu ça dans les médias depuis 2007-2008. En 2008-2009, ça a été les États-Unis, suivi de tous les autres États par la suite. On appelle ça des dimensions nordiques des politiques étrangères de chacun des États de l'Arctique. Cependant, quand la Norvège l'avait fait en 2006, avait mis de l'avant son agenda pour le Grand Nord, on en avait peu parlé dans les médias, mais après 2007, tous les États qui ont mis de l'avant des agendas pour la région arctique, ces agendas, ces dimensions nordiques, ont retenu l'attention des médias et de la communauté internationale.
Quelles sont ces stratégies-là pour le Nord? Si on regarde rapidement chacun des États, si on veut commencer par la Russie, par exemple, qui a dévoilé il y a quelques années, il y a 2-3 ans, une stratégie 2020 pour l'Arctique, où on rappelle une chose, l'Arctique, on l'occupe très bien. C'est une région qu'on développe depuis très longtemps, depuis même avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une région où on navigue très librement. C'est une région stratégique, économiquement, militairement également. Donc, on y accorde une importance énorme. Il faut comprendre aussi que les Russes sont tournés vers le nord géographiquement depuis même avant la Deuxième Guerre mondiale. Et j'y reviendrai, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un développement d'infrastructures économiques et de navigation, de transport également dans la région arctique, à partir de Mourmansk jusqu'à l'autre bout de la Sibérie. Pour ce qui est de la Norvège, par exemple, un autre État côtier de l'océan Arctique, qui a dévoilé, comme je l'ai dit, en 2006, une première stratégie pour l'Arctique, et ensuite en 2009, une autre stratégie pour l'Arctique, où on rappelle en fait que les Norvégiens croient en la coopération régionale de l'Arctique. Pourquoi? Parce que les Norvégiens et les Russes partagent une frontière extrêmement militarisée dans l'océan Arctique, et la coopération russo-norvégienne, elle est fondamentale, extrêmement importante pour un petit pays comme la Norvège et un grand pays comme la Russie, qui a des moyens militaires quand même assez importants dans la zone de la mer de Barents. Donc, les Norvégiens rappellent qu'il est important de coopérer avec les Russes, et aussi, donc, les nouveaux éléments de 2009, qu'ils doivent aussi jouer un rôle de leadership dans la zone circumpolaire, et où ils doivent justement rallier tous les États pour qu'ils puissent continuer à bien coopérer dans la zone arctique. Donc, la Norvège se donne un rôle de chef de file, de leader dans la région pour ramener tous les troupes autour de la table au Conseil de l'Arctique et continuer à dialoguer. Donc, un élément important. J'y reviens dans 2 minutes sur cette question de dialogue. Les Danois, qui sont présents dans la zone arctique via le Groenland, ont dévoilé une toute nouvelle stratégie pour l'Arctique récemment, il y a quelques mois, où on rappelle, oui, l'importance de la coopération. C'est des éléments qui reviennent un peu partout dans toutes les stratégies, où cette fois-ci, le Groenland, qui dépend de plus en plus de tout le développement, l'extraction du gaz et du pétrole des deux côtés du Groenland, avec des transnationales, rappelle l'importance de bien les accueillir et de travailler avec ces compagnies-là pour pouvoir bénéficier des retombées économiques des changements climatiques, donc plus d'activités pour les compagnies extractives dans les zones maritimes du Groenland, et qui refusent tout autre État extérieur, ou même Greenpeace qui dit au Groenland arrêtez ces activités-là, vous menacez l'écosystème arctique, et voir l'ensemble de l'écosystème de la zone arctique, et vous contribuez donc au changement climatique en extractant, en développant les gaz et le pétrole dans les eaux groenlandaises. Les États-Unis qui ont mis de l'avant une politique régionale de l'Arctique en 2009, qui rappelle en fait 2 choses. C'est une politique un peu contradictoire. À la fois, on dit qu'il faut coopérer avec les États riverains, travailler avec eux pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'instabilité dans la zone arctique, mais en même temps disent qu'il faut agir de façon unilatérale si jamais la sécurité nationale des États-Unis était donc menacée. Je lisais dans l'actualité aux États-Unis cette semaine, encore une fois, et c'est un phénomène nouveau. On l'a souvent entendu, nous, au Canada, dans les politiques canadiennes et dans les discours et dans les médias, cette idée de protéger la souveraineté du Canada dans sa zone arctique. Et maintenant, aux États-Unis, de plus en plus, surtout dans les politiques qui sortent de la US Navy, c'est cette idée-là qu'il faut débloquer les fonds pour développer la flotte navale des États-Unis, la garde côtière également, pour défendre la souveraineté des États-Unis dans la zone arctique. Et vous connaissez bien comme moi, la zone arctique des États-Unis, c'est notamment l'Alaska. Cette zone-là peut s'élargir également avec le Canada par des accords militaires pour la sécurité nord-américaine. Ensuite, rapidement peut-être l'Islande, la Suède, qui eux aussi ont publié des politiques récemment
en rappelant, oui, encore une fois, l'importance de coopérer, mais il y a toujours cette idée de développement économique également. Donc, ouvrir la porte aux transnationales et aux intérêts des Suédois qui ne sont pas côtiers à l'océan Arctique, qui doivent donc encourager le développement économique de la zone arctique et ensuite profiter des retombées économiques de ce développement-là. Les Suédois qui ont surtout historiquement eu un regard vers le sud, vers la mer Baltique, qui de plus en plus, via le Conseil de l'Arctique, essaie de jouer un rôle plus important dans la zone arctique. Encore l'importance de la stabilité régionale, elle revient toujours. Les Suédois qui jouent aussi un rôle important dans la coopération au sein du Conseil de l'Arctique et aussi avec donc les Samis qui sont dans le nord de la Suède également. Les Finlandais également, dans cette zone toujours qui a été historiquement délicate entre les Russes et les Finlandais, poussent encore cette idée de rapprochement de la zone qu'on appelle du High North, surtout la zone du Grand Nord qui regroupe Russie, Finlande, Norvège, Suède, et on amène souvent là-dedans les Islandais qui sont un peu à l'écart, mais qui sont très, très arctiques et très, très impliqués dans la coopération régionale. Les Finlandais qui ont toujours joué un rôle, comme les Norvégiens, un rôle important de rapprocher les États pour qu'ils puissent bien dialoguer. Ils veulent continuer à jouer ce rôle-là. Ils veulent mettre de l'avant des initiatives pour continuer à dialoguer. Et ce mot dialogue-là, je le répète souvent, mais il revient toujours surtout à un acteur important, et c'est les Russes. C'est de toujours ramener les Russes dans le jeu arctique, dans l'équation politique. C'est le cas depuis la guerre froide, beaucoup plus depuis la fin de la guerre froide, et ce rapprochement-là, il se poursuit, il continue via des institutions régionales que j'aborderai dans un instant. Et pour terminer avec l'État du Canada, qui a dévoilé il y a 2 étés maintenant sa dimension, l'énoncé de la politique étrangère du Canada pour la zone arctique, où on répète en fait tout ce qu'on a fait dans la zone pour encourager la coopération régionale. On accorde beaucoup d'importance, oui, au développement économique et à intégrer donc les populations autochtones régionales dans tout processus décisionnel qui touche à la zone arctique. Qui mettent aussi, qui soulignent l'importance de la coopération. Et en lisant cette politique-là, on remarque beaucoup à Ottawa qu'on suit le cours de la coopération régionale et on attend et on participe, mais on ne joue pas un rôle comme on l'a fait par le passé, comme veulent jouer maintenant les Finlandais ou les Norvégiens, où on veut jouer un rôle de leadership pour pousser la coopération régionale. Le Canada maintient un certain statu quo dans la zone arctique, sans plus, en fait. Ne propose pas de nouvelles ententes régionales, observe plus et se concentre beaucoup dans ce qui se passe dans la zone de l'archipel arctique canadien. Et voilà, donc un peu un portrait très général du comportement des États dans cette zone-là. Donc, 2 éléments qui reviennent. À travers ces politiques-là, on rappelle donc les frontières. Il existe des frontières dans la zone arctique, des frontières qui ne sont pas contestées, des frontières qui ont été établies, qui sont reconnues par tous les voisins de la zone arctique et par les membres de l'ONU également. Et deuxième chose, que les États jouent de plus en plus la carte des agendas arctiques, où on veut démontrer à la communauté internationale qu'on est bien présent dans la région et qu'on est prêt à investir argent et politique, décision pour développer la zone arctique. Donc, comme vous voyez dans la liste là, depuis le début des années 90, il y a beaucoup de coopération qui fonctionne entre tous les États. Si on parle de la mer de Barents, donc la coopération Euro-Barents avec la Russie, et tout ça s'élargit aussi avec, si on va encore plus loin, avec l'Union européenne aussi, à travers la dimension nordique de l'Union européenne qui finance beaucoup de projets justement en Russie, dans le nord de la Finlande également et au Groenland. Donc la coopération régionale, elle est régionale, locale aussi, transfrontalière, s'élargit dans l'Union européenne et ensuite dans l'ensemble de la zone arctique où tous les États travaillent ensemble depuis
depuis le début des années 90. Et aujourd'hui, visiblement, avec la fonte des glaces, les transnationales sont de plus en plus présentes dans la zone arctique. La question économique, elle est importante. Donc, de nouveaux acteurs émergent. C'est ces compagnies transnationales qui étaient très importantes dans la zone de la mer de Barents, mais qui émergent un peu partout, comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans la région des eaux du Groenland, mais aussi dans la zone de la mer de Beaufort, donc des États-Unis, aussi dans les eaux canadiennes également. Donc, il faut développer des instruments régionaux pour s'assurer que ce développement-là se fait dans l'intérêt national de tous les États. Donc, la coopération environnementale demeure extrêmement importante dans la zone arctique. Et heureusement, les instruments qui ont été développés dès la fin des années 80 existent aujourd'hui. Il y a des précédents et les États arctiques peuvent travailler ensemble pour développer donc des instruments régionaux, des stratégies régionales pour ces questions-là. C'est jamais assez, ça se passe jamais assez rapidement. C'est des États qui doivent s'asseoir ensemble et développer des stratégies régionales, mais la coopération, elle est en cours déjà. Donc, pour terminer rapidement, j'ai trouvé cette carte-là que j'ai trouvée fort intéressante. Je savais qu'il allait y avoir des gens de mon âge dans la salle aujourd'hui, des gens qui utilisent le téléphone cellulaire. Et cette carte-là, elle est intéressante parce qu'on voit un peu où les réseaux 3GS existent dans la zone arctique et où il y a où les développements économiques s'exercent de façon plus prononcée. Hein. On voit beaucoup la zone de la mer de Barents où la région est extrêmement populée. Certaines régions de l'ouest de la Russie également, et aussi dans l'Alaska et dans certaines zones du Groenland également. C'est les régions les plus industrialisées de la zone arctique et c'est là où se passent maintenant aujourd'hui toutes les activités extractives et le développement économique. Donc, il me fera plaisir de répondre à vos questions dans un instant. Je vous remercie. Merci.